Je devrais apparaître à l'écran Yann Rabuteau. Alors je vais regarder s'il est avec nous, car Yann Rabuteau et Julien Hay feront leurs interventions à distance, si la technologie le permet. Il y a toujours une grande interrogation, donc j'attends un instant de voir si on les voit apparaître. J'en profite. Ah, un écran noir, c'est déjà bon signe. Oui, je crois que nous l'avons avec nous. Bonjour Yann. Donc Yann est juriste, pas avocat spécialiste, mais juriste dans les dossiers d'indemnisation en cas de marée noire. Il a accompagné plusieurs collectivités locales dans cette démarche. Il est également formateur auprès du CEDRE. Yann, aujourd'hui, Martha vient de nous expliquer la terrible chaîne de conséquences qui nous a menés au naufrage du Prestige. On a vu rapidement les conséquences sur les populations locales. Et Yann devrait pouvoir nous parler des enjeux juridiques autour de ce naufrage. Yann, est-ce que vous nous entendez et est-ce qu'on vous voit? Devrait pouvoir nous parler des enjeux juridiques autour de ce naufrage. Yann, est-ce que vous nous entendez et est-ce qu'on vous voit? Je m'entends décalé. Vas-y. Oui, bonjour. On vous voit, Yann, c'est à vous. Alors, moi, je vous vois. Et m'entendez-vous? Alors, écoutez, est-ce que je lance la présentation? On vous voit, on vous entend, Yann. C'est bon. On vous voit, on vous entend, Yann. Présentation, pour commencer. Bien, alors, pour commencer, juste quelques mots de remerciement à l'intention du président, à Surfrider, à l'organisation, pour m'avoir convié à participer à cette conférence et à ce premier panel. Je remercie d'ailleurs en passant l'équipe technique pour la liaison web. J'en profite aussi pour saluer très rapidement ceux que je connais parmi les intervenants et qui sont également dans le public. J'aurais aimé pouvoir être présent. Malheureusement, c'était impossible pour des raisons d'emploi du temps. Donc je vous salue à distance et j'espère que même en n'étant pas présent, je pourrai apporter une contribution, même modeste, au débat. Alors je vais juste préciser les choses concernant le champ de mon intervention. Je vais vous présenter les notions de responsabilité civile et le cadre de l'indemnisation des marées noires. Alors évidemment, ça concerne sur le principe et les textes qui s'appliquent. Le cas du Prestige, ça concerne également, et ça a concerné l'Erika ou d'autres pollutions pétrolières. Mais ce n'est pas une présentation dédiée précisément à la pollution du Prestige. On verra pourquoi. Alors, lorsque l'on parle de responsabilité civile, quelques précisions, des précisions de juristes, hein, vous ne m'en voudrez pas. Évidemment, on distingue la responsabilité civile de la responsabilité pénale. L'objet de mon intervention, ce n'est pas de se placer sur le volet pénal, qui ne relève pas d'ailleurs de mes compétences, mais précisément de se placer sur celui de la responsabilité civile, c'est-à-dire le volet juridique qui vise la réparation des dommages en cas, ici, d'accidents pétroliers maritimes. Quelques précisions, tout d'abord, pour cadrer un peu les données du problème, notamment dans le cas du Prestige, évidemment. Les dommages, on le sait, suite à une marée noire, à un déversement massif et soudain d'hydrocarbures en mer, peuvent être et sont considérables, nous le savons, l'histoire nous le montre, mais il faut évidemment souligner que la perception et la revendication de ces dommages a également évolué. Une marée noire aujourd'hui, une marée noire malheureusement peut-être demain, n'est pas perçue de la même manière, n'est pas approchée de la même manière qu'il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans, pour des raisons de revendication, d'intérêt à agir notamment, et heureusement, des collectivités littorales, des victimes, pour des raisons de coût également de la marée noire, et peut-être que Julien Hay pourra nous en reparler tout à l'heure. Bref, les choses ont évolué. Les dommages qui vont relever également des demandes des victimes ont également évolué. Il y a différentes catégories, vous le savez, de dommages matériels, de dommages économiques, de dommages environnementaux, parmi lesquels on trouvera évidemment le préjudice écologique, mais tout ça a également évolué en étant de plus en plus exigeant sur les questions de réparation, de responsabilité civile des dommages. Alors une évolution évidente, malheureusement, quand on est confronté à une mer noire, cependant, une constante
et qui est évidemment intégré en matière de responsabilité civile, c'est le principe de limitation de responsabilité qui est propre au droit maritime et qui concerne le propriétaire de tout navire, y compris, bien entendu, les navires citernes. Ce qui pose évidemment un problème du point de vue des sommes disponibles pour indemniser les victimes. Alors, conséquence de tout cela, en matière de responsabilité civile, et lorsque l'on parle de pollution pétrolière, du fait du transport maritime d'hydrocarbures, il y a une conséquence donc, c'est l'existence, vous le savez, d'un système de responsabilité civile d'origine conventionnelle, c'est-à-dire les États se sont mis d'accord entre eux pour négocier et faire entrer en vigueur des textes dans lesquels ils ont fixé eux-mêmes des règles de responsabilité et d'indemnisation qui sont dérogatoires, puisque c'est le terme juridique, au droit commun de la plupart de ces États. Donc on a mis en place un régime dédié à la réparation des dommages, c'est le fameux système CLC-FIPOL que je vais vous présenter rapidement en insistant sur les éléments les plus caractéristiques du point de vue notamment des victimes, pour bien comprendre comment fonctionne ce système et ce régime de responsabilité. Alors, la responsabilité civile et le système CLC-FIPOL, je vous le disais rapidement, on va faire très vite sur ces points-là. On va évoquer ensemble les cadres juridiques, de principe, qui ont mis en place ce régime et ce système. On regardera également quels sont les éléments caractéristiques de cette responsabilité civile du propriétaire de navire suite à une pollution marine par hydrocarbures. Et puis, on regardera également rapidement, bien que ce soit un thème très intéressant, la pratique de l'indemnisation, ce que j'ai appelé pratique de l'indemnisation. On s'en tiendra évidemment à l'essentiel pour bien comprendre aussi que les textes, c'est une chose, la pratique de l'indemnisation, c'en est une autre. Donc on va regarder tout cela ensemble si vous le voulez bien. Premier point donc que j'ai décidé de vous présenter, les cadres juridiques. Alors, je vous le disais, le régime de responsabilité civile et les règles d'indemnisation proviennent d'un ensemble de textes internationaux, de conventions internationales qui constituent les cadres juridiques de référence en matière de responsabilité civile et d'indemnisation des marées noires. Quels sont ces textes? Alors, nous avons d'abord l'ensemble de textes, de conventions dédiées aux règles de responsabilité civile. Ce sont les fameuses conventions CLC, pour Civil Liability Convention, de 1969 et de 1992, qui sont précisément dédiées à la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. C'est l'intitulé de ce texte. Alors, petite remarque également, on parle généralement des conventions CLC, il y en a plusieurs, de 1969 et 1992. À terme, on ne parlera plus que de la convention CLC de 92, car au fur et à mesure de la ratification du texte de 92, les États dénoncent le régime précédent, donc à terme, on n'aura plus que la convention CLC de 92. Quoi qu'il en soit, c'est ce texte qui fixe le régime de responsabilité civile du propriétaire d'un navire citerne. Donc c'est un texte fondamental en matière de réparation des dommages suite à une marée noire. S'adosse ou complète ce dispositif lié à la responsabilité civile du propriétaire de navire un autre ensemble de conventions internationales également connues, malheureusement, en cas de sinistre, les conventions de 1971 et de 1992 sur l'indemnisation des dommages dus aux pollutions accidentelles par les hydrocarbures. Il s'agit là du fameux FIPOL, le Fonds international d'indemnisation des pollutions par les hydrocarbures. Également, on y ajoute aujourd'hui un protocole qui date de 2003 pour la création d'un fonds complémentaire, fonds de 2005, également au FIPOL. Même remarque que pour la convention CLC, quand on parle des conventions FIPOL, à terme on parlera du FIPOL de 92 quand l'ensemble des autres États seront partis à cette nouvelle convention FIPOL. Donc voilà, deux ensembles d'instruments internationaux, les conventions sur la responsabilité civile qui fixent les règles de responsabilité du propriétaire et les conventions sur le FIPOL, qui institue le Fonds international d'indemnisation, qui vont compléter tout cela par des conditions d'indemnisation et des conditions de fonctionnement de ce fameux fonds d'indemnisation. Alors, une petite remarque pour compléter également, historiquement, sachez que la convention CLC, elle a été justement créée au lendemain, ou plutôt au surlendemain, la convention d'accident du Torrey Canyon de 67, puisque justement les États ont dit il faut maintenant qu'on réagisse dans des conditions plus claires de responsabilité du propriétaire de navire pour pouvoir indemniser mieux, ce qui n'est pas forcément, ce qui ne veut pas dire forcément correctement, mais mieux les victimes. En 69 également rentre en vigueur une convention sur l'intervention en haute mer en cas de menace de pollution par les hydrocarbures. Convention très importante qui permet aujourd'hui à l'État côtier d'intervenir en haute mer en cas de menace de pollution sur un navire citerne.
Bref, tout ça pour dire qu'historiquement, voilà, les réponses internationales existent, suivent les accidents, les précèdent rarement, c'est évident, mais je tenais à le signaler à cet endroit. Donc voilà pour les cadres juridiques. Je vous propose de regarder maintenant les éléments, pour mieux faire connaissance avec ce système, les éléments caractéristiques de la responsabilité civile, donc conventionnelle, puisqu'elle vient de conventions internationales. Alors, très classiquement, on peut présenter ce système d'indemnisation de responsabilité comme un système à 3 niveaux, parce qu'il va concerner 3 régimes de responsabilité civile, et on va dire 3 ensembles d'acteurs, que sont les propriétaires des navires citernes, les assureurs et le ou les fonds d'indemnisation. C'est-à-dire, en fait, les conventions sur la responsabilité civile, le FIPOL et éventuellement le fonds complémentaire au FIPOL. Ce qui nous intéresse ici, et je pense qu'il faut voilà, le souligner, donc on va en parler un peu plus, c'est vraiment ce qui est visé par ces conventions. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, notamment, le plus souvent, ces conventions, ce système ne vise que les déversements d'hydrocarbures dits persistants. Ça veut dire qu'on évacue toute une partie des hydrocarbures qui ne sont pas persistants, c'est-à-dire la plupart des produits raffinés. L'essence, le kérosène, les produits plus légers ne sont pas visés par ce système. Il s'agit bien des hydrocarbures lourds, type fuel numéro 2 de sinistre mémoire dans l'affaire du Prestige et de l'Hippocampe. Donc une partie seulement des hydrocarbures transportés par voie maritime sont concernés par ce système. Ils sont transportés et doivent être transportés pour être considérés par les textes en tant que cargaison, ce qui est normal pour un navire citerne, mais également en tant que soute. C'est-à-dire que si un navire citerne est victime d'un accident et qu'il pollue avec ses soutes, et non pas sa cargaison, le système s'appliquera également. Ça, c'est une des évolutions du système qu'il faut souligner. Il faut également, bien entendu, qu'il y ait un accident de mer au sens juridique du terme pour que le système puisse être initié. Alors évidemment, ça ne concerne pas les hypothèses des conventions que vous connaissez également certainement, plus récentes, des conventions bunker qui visent, elles, l'indemnisation des pollutions par fioul de soude des autres navires que les navires citernes, et puis la convention HNS n'est pas encore en vigueur, mais qui, elle, vise les pollutions par les substances dites HNS, c'est-à-dire polluantes potentiellement dangereuses, les produits chimiques, etc., transportés en colis ou en vrac par d'autres navires que les navires citernes. Bref, un ensemble qui vise les hydrocarbures persistants, qui vise donc que les navires citernes, au sens des textes. Elle vise, et ça c'est fondamental évidemment, c'est son objet, la réparation des dommages par pollution. On en reparlera, puisque c'est là le point central en cas de demande d'indemnisation. Ce système met en place une responsabilité civile, oui, mais une responsabilité civile, je le soulignais en introduction, qui demeure limitée à un certain montant, qui va dépendre de la lecture des conventions, de la jauge du navire en cause, et d'une unité de compte qu'on appelle le DTS, le droit de tirage spécial, mais qui de toute façon ne peut excéder une certaine somme qui est préfixée par la Convention. Cette responsabilité est limitée, elle est également objective, c'est-à-dire qu'elle est sans faute, et c'est un des intérêts évidents du système. On n'a pas de faute à prouver au plan civil pour engager la responsabilité du propriétaire de navire, et elle est canalisée justement vers un seul acteur du transport, le propriétaire du navire, ce qui est un avantage, et ce qui est également un obstacle très important, on pourra en reparler, et on l'a constaté dans l'affaire Erika, comme ça a été souligné tout à l'heure par Corinne Lepage. Ce système impose également une obligation d'assurance bien pour couvrir ce risque de responsabilité civile, entre guillemets, à la hauteur de la somme prédéterminée par la Convention. Donc voilà les éléments caractéristiques de ce système. Pour, si vous voulez bien comprendre, si vous permettez résumer tout cela, voilà une illustration qui montre bien ces différents niveaux pour comprendre comment ce système de responsabilité civile et d'indemnisation est mis en place et fonctionne. À la base du système, tout en bas de votre écran, vous pouvez constater le premier niveau, c'est celui qui est constitué des conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile du propriétaire de navires citernes. Il est responsable jusqu'à une certaine somme qui est prédéterminée et il est assuré pour cela. En cas de sinistre, les assurances vont payer, les P&I Club vont payer au nom de cette obligation d'assurance pour couvrir les dommages, jusqu'à un certain niveau. Si, pour résumer encore une fois, et je simplifie évidemment, la somme des dommages du fait de la pollution dépasse ce premier niveau, le second niveau est susceptible d'être mis en œuvre, c'est-à-dire le niveau qui vise l'intervention du Fonds international d'indemnisation, le FIPOL, qui va prendre le relais, puisqu'il y a plus d'argent, il y a une capacité indemnitaire différente au titre des conventions sur le FIPOL, donc qui va intervenir pour prendre la suite. Dans ces cas-là, donc c'est le fonds, 71 ou 92, suivant l'État, qui va payer directement. Et puis, depuis la dernière modification, donc le protocole de 2003,
sur la création d'un fonds complémentaire au FIPOL. 2003, on est après le Prestige, hein, c'est un des enseignements. C'est le fonds complémentaire qui va prendre le relais dans un niveau d'indemnisation encore supérieur et qui va pouvoir payer les dommages qui restent, si bien sûr la somme suffit encore une fois à indemniser l'ensemble des victimes. Ça, c'est la logique du système. Pour aller plus loin, et sur la base du même schéma, on va parler maintenant, je vais vous présenter les sommes qui sont en jeu, puisqu'évidemment, c'est aussi le cœur du problème en cas de demande d'indemnisation. Alors, les sommes en jeu, en reprenant la même logique, sont les suivantes. Au niveau du premier niveau de responsabilité civile, sur la responsabilité civile du propriétaire de navire, on va jusqu'à environ 90 millions, 80 millions de DTS, pardon, ce qui représente environ 100 millions d'euros depuis l'entrée en vigueur des dernières modifications à cette convention. Dans le second niveau, celui qui concerne les FIPOL, on va jusqu'à environ 151 millions d'euros, 135 millions de DTS. Et depuis l'entrée en vigueur de la dernière modification au FIPOL, on va jusqu'à 203 millions de DTS, ce qui représente 227 millions d'euros. Quant au troisième niveau, le niveau constitué du fonds complémentaire au FIPOL, depuis son entrée en vigueur et dans les cas où il pourrait être appliqué, on irait jusqu'à 750 millions de DTS, ce qui fait environ 841 millions d'euros. Je dis environ pour des raisons de cours du DTS. Le maximum n'augmente pas, mais la somme en cause, elle, peut varier. Donc voilà pour des illustrations très précises au niveau des sommes disponibles, puisque évidemment c'est important. Les points clés du système, je reviens dessus pour simplement développer quelques-uns de ces points, parce que je pense qu'ils vont être utiles aux discussions à venir, dans l'affaire du Prestige notamment, évidemment sur la base aussi de l'expérience Erika. On a dit que ce système ne visait que les hydrocarbures persistants, transportés en tant que soute ou cargaison par un pétrolier, qui vise la réparation de certains dommages, les dommages par pollution, ce ne sont pas tous les dommages, et que la responsabilité en cause est limitée, objective et canalisée. Alors, pour aller un petit peu plus loin, je vous propose de regarder très rapidement, parce que je vois que le temps passe trop vite, certaines définitions issues de ces conventions pour que vous puissiez prendre conscience avec moi des difficultés qui peuvent être celles des victimes en cas de dossier de demande d'indemnisation. Procédure. On a parlé de responsabilité objective sans faute du propriétaire de navire. C'était tout simplement le texte le précise par une formule très lapidaire, article 3 de la Convention sur la responsabilité civile. Le propriétaire du navire, donc citerne, est responsable, je l'indique en rouge, je le souligne, de tout dommage par pollution causé par le navire et résultant de l'événement. C'est un extrait de l'article. Est responsable. Voilà ce qui fonde sa responsabilité du point de vue civil, objectivement, sans faute. Il est responsable de plein droit puisqu'il est propriétaire du navire en cas d'événement causant une pollution. C'est, si vous voulez, le mécanisme de base. Sa responsabilité est limitée, on l'a dit, à un certain montant, prédéterminé en fonction de la jauge du navire et d'une unité de compte. Alors, je voudrais juste insister là-dessus parce que, par expérience de plus de 10 ans d'études de ces différents dossiers dans différents cadres, ce principe de responsabilité civile limitée est, du point de vue des victimes, dans certains cas, et notamment en France, choquant. Et on peut le comprendre parce que notre droit interne, lui, ne traite pas, en règle générale, en matière de droit civil, la responsabilité de cette manière. Chez nous, quand on ouvre le Code civil, tous les étudiants en droit connaissent cet article, on a ce principe de l'article 1382 qui oblige le responsable civil à payer les dommages dont il est responsable. Et sans limite, sur le principe bien entendu. C'est la réparation intégrale qui peut se faire en nature, en remplace si on peut le faire, ou par équivalent monétaire si on ne peut pas faire autre chose qu'indemniser. Je voulais juste souligner ça aussi parce que dans la pratique, on constate évidemment que les victimes, collectivités, personnes publiques, personnes privées, sont souvent surprises de ce principe de responsabilité civile limitée, c'est-à-dire qu'on ne paiera pas tout le dommage, on n'en paiera qu'une partie en fonction de l'argent disponible. Deuxième point important, cette responsabilité est canalisée, c'est-à-dire que c'est seulement le propriétaire qui est responsable, civilement, à l'exclusion de toute autre personne ou tout autre acteur. Ça, c'est évidemment fondamental. Un autre extrait de l'article 3, aucune demande de réparation de dommages par pollution, qu'elle soit ou non fondée sur cette convention, ne peut être introduite contre. C'est-à-dire qu'il y a une liste de personnes protégées, entre guillemets, au titre de la convention, ça a été souligné aussi tout à l'heure. Très rapidement, je vais juste lister celles qui nous intéressent dans la plupart des affaires, évidemment, parce que ça a été aussi souligné, ne sont pas civilement responsables au titre de la Convention. Toute une liste de personnes, toute une liste d'opérateurs ou d'intervenants dans l'opération de transport, mais aussi d'autres, notamment, c'est le petit c de cet article 3.4, tout affréteur, sous quelque appellation que ce soit, y compris un affréteur contenu, armateur, amateur gérant du navire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États, au moment de la négociation de ces différentes modifications des conventions, ont pris la peine
d'insister sur cette canalisation de responsabilité. Seul le propriétaire du navire est responsable et aucun des autres intervenants ne l'est civilement, sauf évidemment, il reste quand même un bémol, sauf à prouver que le dommage en cause, celui qui est à l'origine de l'accident de mer, ne résulte de leur fait ou de leur omission personnelle, notamment, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement. Ça, c'est un point fondamental. Ça faisait, évidemment, ça a beaucoup fait discuter dans le monde juridique, dans la communauté des juristes maritimes, parce qu'on s'est dit, quelle est la nature de cette faute, précisément. Aujourd'hui, depuis la décision de la Cour de cassation en septembre dernier, on sait que cette faute de témérité de l'affréteur est de nature à engager sa responsabilité civile au même titre que celle du propriétaire. Ça, c'est un progrès du point de vue juridique, puisqu'on sait aujourd'hui qu'on peut sortir de ce système qui protège les autres acteurs et qui ne sont pas responsables sauf en cas de faute de témérité. Donc voilà un point important que je tenais aussi à souligner. Dernier point à souligner, évidemment lui est fondamental, c'est la notion de dommage par pollution. Alors je ne vais pas insister puisque ça sera je pense développé tout à l'heure. Simplement sachez que on se pose toujours la question de savoir de quoi on parle quand on parle de dommage par pollution indemnisé par le propriétaire et le FIPOL, mais regardez avec moi, voilà l'article 1, paragraphe 6 et 7 de la Convention n'est pas très précis sur ce point. On nous dit que c'est un préjudice ou un dommage causé à l'extérieur du navire, étant entendu, on prend déjà la précision, que les indemnités versées au titre de l'altération de l'environnement seront limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état et que le coût des mesures de sauvegarde et des autres préjudices ou dommages causés par ces mesures. Voilà, on ne sait pas précisément de quoi il s'agit. Il n'y a pas d'autre précision dans les textes, c'est la pratique qui précise la notion, c'est-à-dire que c'est le traitement des dossiers de demande d'indemnisation et des discussions avec les experts qui va pouvoir préciser ces notions. Alors évidemment, aujourd'hui, depuis que ce système fonctionne, donc depuis la fin des années 60 et le début des années 70, on sait, au regard des dossiers traités, que tous les dommages dits matériels, pour faire simple, ceux qui sont économiquement quantifiables, les dommages aux biens, les préjudices économiques purs ou consécutifs, sont des dommages par pollution, pour le principe. Ça ne veut pas dire qu'ils soient forcément recevables, il faut pouvoir bien sûr prouver tout ça. Les coûts du nettoyage, évidemment, assurés par les collectivités publiques, par les États, sont recevables. Les opérations de dépollution, d'enlèvement des déchets, de traitement, de remplacement de matériel, le coût de la main-d'œuvre sous certaines conditions, d'achat du matériel, etc. Bref, la gestion du coût du nettoyage est recevable devant le FIPOL, de même que les baisses de chiffre d'affaires des professionnels du tourisme, du secteur de la pêche, les manques à gagner, etc. En revanche, on sait également que le préjudice moral, que l'atteinte à l'image, à la réputation, à l'image de marque, etc., et bien entendu que le préjudice écologique, pur ou vu de manière plus large, n'est pas recevable dans le cadre du système de CLC FIPOL, donc n'est pas indemnisé par lui, ce qui implique de s'adresser au juge, aux juridictions compétentes. En cas de marée noire au niveau pratique, et pour terminer là-dessus, les interlocuteurs qui sont dans la pratique concernée sont évidemment donc le propriétaire et son assureur, éventuellement le FIPOL, on l'a compris. En cas de sinistre, sachez donc que l'assurance du navire, donc le Pianet Club et le FIPOL, vont ouvrir un bureau local d'indemnisation sur le territoire d'État touché. La plupart du temps, c'était le cas en France au moment du Prestige avec l'ouverture d'un bureau local à Bordeaux pour gérer les demandes d'indemnisation, que des experts sont désignés pour examiner la recevabilité de ces demandes, que la procédure est dite amiable, c'est-à-dire extrajudiciaire, on n'a pas de recours à un tribunal pour être indemnisé dans le FIPOL, sauf bien sûr en cas de désaccord, et qu'on a 3 ans pour présenter la demande à partir de la survenance du dommage. Je terminerai sur la diapositive suivante, qui sera certainement reprise peut-être tout à l'heure, que c'est très formel, hein, on a recours en pratique à différents formulaires qui concernent les dommages aux biens, les opérations de nettoyage, l'exploitation conchylicole, les gisements de coutillage, les navires de pêche et les baisses de fréquentation touristique, et bien sûr tout ce qui concerne la vente et la transformation des produits de la pêche, ainsi que le reste des activités qui peuvent être concernées. Voilà. Alors, pour faire très vite aussi, le parcours d'une demande d'indemnisation classiquement correspond d'abord à l'identification du dommage. On contacte le FIPOL, son représentant, notamment pour choisir le formulaire en cause. On constitue un dossier, ce qui est une phase un peu technique et complexe et souvent longue, suivant les cas. Ce dossier est instruit et examiné par les experts. S'ensuit une phase de discussion, de négociation, évidemment une proposition d'indemnisation formulée par le FIPOL, l'assurance, évidemment le propriétaire du navire, conjointement, et l'indemnisation du dommage. Ça peut paraître simple, c'est théoriquement comme ça que ça fonctionne, ça se termine souvent par une poignée de main, pas nécessairement, puisqu'évidemment on sait que même ce système amiable peut être long, complexe et difficile du point de vue des victimes en fonction du dommage qui est supporté. Voilà, je vous remercie, j'ai pris un petit peu de temps, mais je tenais vraiment à revenir sur l'essentiel de ce régime de responsabilité civile et d'indemnisation. J'espère pouvoir développer plus longuement avec vous
tout à l'heure en cas de questions pour aller plus loin. Et je laisse la parole d'abord à notre modérateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yann. En effet, je m'excuse auprès du public en ligne et dans la salle, on est un petit peu en retard, mais de notre côté, la grande majorité des présentations fixe un peu le cadre de nos 2 jours de conférence, comme vient le faire avec beaucoup de clarté Yann.